Au nom de l'administrateur général du CNAM, Olivier Faron, qui n'a pas pu être avec nous ce matin, et au nom de la chaire d'addictologie du CNAM que j'anime, je suis très heureux de vous accueillir ici pour le deuxième sommet de la VAP. C'est la troisième fois que nous nous rencontrons dans cet amphithéâtre qui porte le nom de notre fondateur, l'abbé Grégoire. Et pour parler de la VAP. La première fois, c'était en janvier 2014, où, à l'initiative déjà de Jacques Le Hoézek, nous avions organisé une demi-journée pour faire l'état des lieux des connaissances sur la cigarette électronique. Puis, en mai 2016, avait lieu le premier sommet de la VAP. Ce premier sommet, je crois, a été un grand moment marqué notamment par la présence très attendue, et nous avons finalement été récompensés de nos efforts, de la participation du directeur général de la santé, Benoît Vallée. Et à l'occasion de ce premier sommet, a été décidée la création d'un groupe de travail, d'un groupe de réflexion au sein de la DGS, le groupe Vapotage, qui réunit des professionnels, des utilisateurs et des responsables de santé publique. Je crois que c'est un espace de dialogue constructif absolument indispensable pour que les nouveaux décrets tiennent compte des avis de tous, de toutes les parties. Au début de ce premier sommet, j'avais lu un message de la présidente de la MILDECA. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir le président de la MILDECA qui va délivrer lui-même son message. Et je dois dire, je me permets de vous dire le plaisir que j'ai de recevoir Nicolas Pris, le plaisir de savoir que la MILDECA, qui est l'organisme qui coordonne la politique des drogues en France, la politique du gouvernement, qui est placée auprès du Premier ministre, que la MILDECA, pour la première fois, est dirigée par un médecin de santé publique. Ta présence, Nicolas, nous montre ton intérêt pour la prévention, ton intérêt pour la lutte contre le tabagisme et ton intérêt pour la cigarette électronique. Donc merci d'être là. Juste deux mots pour dire que à l'entrée, il y a 2 numéros de SWAPS qui reprennent les 2 premières rencontres, donc ils sont à votre disposition. Ensuite, Bertrand va nous présenter tout de suite un diaporama. Il avait fait déjà un questionnaire. On vous avait fait un questionnaire, vous avez répondu l'année dernière pour le premier sommet. On a fait la même chose cette année. Et Bertrand a préparé des dias qui vous montrent un petit peu l'état de ce que vous pensez sur la VAP et sur les problèmes que pose la VAP. Puis, Jacques dira 2 mots et nous donnerons la parole pour l'ouverture par Nicolas Pris. Bertrand, à toi. Bonjour, merci. Donc, je vais vous présenter un petit peu vos réponses. Alors ça marche pas. Bon, avec le doigt, ça marche. Donc, on a fait un sondage qui a été fait par Internet comme la dernière fois. Là, j'avais dimanche 120 réponses et 67% de ceux qui sont venus. C'est à peu près le même taux que le taux de réponse de l'an dernier. Donc, c'est représentatif des participants au sommet de la VAP qui ne sont pas du tout représentatifs de la population française. On est bien d'accord. Et l'objectif est déterminé avant le sommet, ce qui fera consensus, ce qui ne le fera pas. Et on compare ça en 2016. Il y a 4 questions qui sont les mêmes. Il y en a une qui a un tout petit peu changé, mais quasiment la même. Donc, les avis qui font consensus, c'est un consensus contre le gouvernement, d'abord, c'est clair. Soit 84% des répondants pensent que les autorités sanitaires devraient plus promouvoir son utilisation chez tous les fumeurs. C'était d'ailleurs une des recommandations qui avait été faite à l'issue du dernier sommet de la VAP. Bon, moi, j'ai répondu orange, pour tout vous dire, parce que je pense que c'est pas le rôle de l'État, c'est de laisser faire, mais c'est pas forcément de faire, dans la mesure où on n'a pas les évidences scientifiques pour tout faire, et on peut avoir un avis dessus. Laisser faire
Mais enfin, c'est l'avis de la majorité des gens et tout à fait bien. Il y a 5% qui trouvent qu'elle ne devrait pas s'en occuper, que ce n'est pas son boulot, et ça, c'est vraiment très minoritaire. Le deuxième avis est là pour tous les avis où il y avait la même question dernière. Vous voyez, bleu, c'est le premier sommet de la vape, orange, c'est le deuxième sommet de la vape. Vous voyez, oui, le vapotage remplace le plus souvent totalement ou partiellement la consommation de tabac. Et est-ce que c'est un concurrent du tabac? Donc la réponse est oui. Alors ce n'est pas tout à fait consensuel. Il y a un certain nombre de gens, 10-12% qui ne veulent pas répondre, mais il y a quand même un accord assez massif et plus que 80%. Donc on avait mis 80% comme limite du consensuel. Donc on est sur le consensus. Chez les adultes fumeurs, la vape, c'est un bon produit. Donc des avis qui s'approchent du consensus. Régulièrement, des articles scientifiques font l'objet de communication dans les médias, ces articles. Et là, massivement, c'est presque exclusivement des études alarmistes, sans relation avec la réalité des dangers liés à la vape, 75%. Donc on n'est pas à 80%, mais les gens qui sont dans cette salle s'alarment de ça. Il y en a 9% qui disent que ça rassure, et puis 16% qui disent que c'est une information équilibrée. En fait, il faut bien voir ce qu'il y a dans les articles scientifiques et ce qu'il y a dans ce que la presse relaye des articles scientifiques. Il y a souvent une discordance assez importante entre les deux et les journalistes parlent plus des trains en retard que des trains à l'heure, de la gare de Lyon qui est fermée que les autres gares qui marchent. Donc, d'autres avis majoritaires sans consensus chez les adolescents. La cigarette électronique, donc selon vous, un produit qui est une alternative dont le diminue la consommation reste à 60%, mais on a une variation quand même. Il n'y a pas d'interaction entre les deux consommations, a plutôt augmenté, et un produit d'entrée qui défavorise a plutôt diminué. C'est-à-dire qu'il y a à peu près le même nombre de gens qui pensent que ça pourrait être un blocage à l'entrée dans le tabagisme, mais il n'y a plus que 8% des gens qui disent que c'est une passerelle vers le tabac, et on a augmenté le nombre de réponses vides, parce que cette année, on pouvait répondre, ne pas répondre. L'année dernière, si on ne répondait pas, on ne pouvait pas finir le questionnaire, donc il n'y avait pas de réponse vide, et vous voyez qu'il y a 30% qui ne se prononcent pas sur le sujet. Donc 30% qui ne se prononcent pas, 8% disent que c'est une porte d'entrée, et le reste. Donc là encore, ça c'est un des problèmes à débattre et à voir. Et là, plus on aura de science, plus on pourra répondre à la question pour l'instant. Mais il y a une évolution quand même sur un an de la pensée. Les arômes caractérisants des liquides, comme cela sera interdit. Alors pour le tabac, j'ai laissé la phrase, maintenant c'est comme cela est interdit pour le tabac. Il y en a peu qui sont indifférents et la plupart, beaucoup plus disent que ce serait une bêtise d'interdire les arômes. Donc il y a un soutien des arômes qui est plus important que l'an dernier. 70% soutiennent la liberté pour les arômes dans les liquides et il y en a moins qui sont indifférents et 9% qui veulent l'interdire. Faut-il interdire la publicité et toute communication autour du vapotage? Donc il faut l'autoriser dans certains cas, mais l'encadrer, c'est la réponse la plus majoritaire, et en tout cas qu'elle n'apparaisse pas comme une publicité du tabac. Là, il y a un consensus assez global pour que la vape ne soit pas une publicité pour le tabac. Il ne faut en rien la réglementer. Les cigarettes est un produit de consommation courante, vous voyez que ça baisse. Et oui, de façon générale, totale, ça augmente un petit peu. Donc pour la publicité, en gros, on voit que tout ce qui est clairement différent du tabac, publicité de la vape, qui ne peut être un produit tabac, ça, il y a un large consensus. En revanche, globalement, tout le monde ne pense pas la même chose. Et quand on voit les gens inscrits au sommet, on n'est pas étonné de ce résultat. Les avis clairement sans majorité, c'est le vapotage dans les lieux publics, c'est là où c'est le plus dispersé. Vous voyez, la plus forte réponse là, cette année, c'est 49%. Il n'y a aucune réponse qui est majoritaire. C'est la seule question sur laquelle il n'y a aucune réponse qui est majoritaire. Et il faut laisser vapoter partout augmente, mais les réponses vides augmentent, et il faut appliquer les mêmes règles que le tabac. Là, c'est quelque chose qui diminue. Donc, il faut des règles, mais quelles règles? Les choses ne sont pas claires, et il n'y a aucune majorité. Là, plutôt... Alors que pour les autres, on va plutôt vers un plus grand consensus. Là, on va vers un moins grand consensus pour le fait de vapoter. C'est un des sujets de la journée aussi. Donc, on voit qu'on a bien choisi les sujets de la journée parce que c'est sur les points de débat
que les sujets sont choisis. Donc 84% des participants disent que les autorités sanitaires devraient plus promouvoir l'utilisation de la vape chez les fumeurs, que la vape est un produit concurrent du tabac pour les fumeurs. À l'inverse, il n'existe aucun consensus sur le contour de l'interdiction de vapoter dans les lieux publics à usage collectif. Et 4 thèmes font l'objet de débats, l'apport des arômes, la communication négative, la place de la vape chez les adolescents et les limites de la publicité et de la propagande. Et donc ce sommet de la vape doit justement aborder ces thèmes et apporter des réponses sur ces avis. Donc le programme a été fait pour répondre aux attentes de la salle et faire progresser le débat et que l'année prochaine, il y ait plus de consensus. Depuis l'année dernière, on a plutôt été bon, sauf pour l'interdiction de vapoter dans les lieux publics, où là, les choses s'étalent. Mais pour le reste, on va vers le plus grand consensus. Merci Bertrand. Bonjour tout le monde. Donc je voudrais vous remercier tout d'abord remercier les donateurs. Je rappelle à tout le monde que si on est ici, c'est parce qu'il y a des citoyens qui se sont mobilisés et qui ont offert quelques euros de façon à ce qu'on puisse réaliser ce deuxième sommet de la VAP. Donc tout d'abord, merci à eux. Merci à tous ceux qui sont là et ceux qui vont arriver. Je sais que l'amphi va être plein puisqu'on a plus de 200 inscrits. Merci à tous les orateurs. Thank you, Riccardo. En particulier Riccardo Polosa, qui vient d'Italie, Jean-François Ether, qui vient de Suisse. Je voudrais une fois de plus remercier Didier Gell, parce que ça a été lui le pionnier dans cet amphi, comme il l'a rappelé tout à l'heure, et le CNAM, remercier aussi le CNAM pour leur accueil. Et puis je voudrais en profiter pour remercier les membres de notre nouvelle association, SOVAP, qui n'existait pas l'an dernier et qui a été créée justement à la suite de ce premier sommet de façon à pérenniser ce sommet. Donc Sébastien Béziot, qui est le vice-président, Nathalie Dunant, qui est la secrétaire générale, et Laurent Caffarel, qui est le trésorier. On est présents tous les 4 aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, le professeur Benoît Vallet, qui nous a fait l'honneur l'an dernier de venir, qui nous a permis de créer donc ce groupe de travail que Didier a mentionné tout à l'heure. Et qui nous a fait l'honneur, mais il l'avait dit déjà l'an dernier, il avait dit si je suis toujours en poste, je serai là au second sommet. Il est toujours en poste et il sera là en fin d'après-midi pour le sommet. Et puis, bien évidemment, alors, avant d'accueillir le nouveau président de la Mildeka, Nicolas Pris, et lui céder la parole, je voudrais juste en profiter quand même pour regretter l'absence d'un certain nombre d'autorités qui ont été invitées à ce sommet, mais qui ont soit décliné par a priori un agenda trop chargé, ou ne voulant pas prendre de position, donc la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de Santé Publique, Santé Publique France et Tabac Info Service, qui ont décliné nos invitations pour diverses raisons. Et je vous lirai un petit texte tout à l'heure parce qu'Antoine Flao a dû s'excuser, il est retenu à Genève. Donc j'ai un petit texte à faire, mais pour ne pas perdre de temps ce matin, je vous le lirai un petit peu plus tard. Donc je voudrais céder la parole à Nicolas Pris en lui souhaitant la bienvenue. Et je voulais simplement dire que voilà, je pense qu'on a quelqu'un maintenant à la tête de la Mildeka qui va permettre de faire avancer la lutte contre le tabac et je pense que la VAP ne sera pas oubliée. Merci beaucoup de votre accueil, merci de votre invitation. Bonjour à toutes et tous. C'est en effet un plaisir et vraiment je suis heureux de venir ici quelques jours, 2 semaines et demie après ma prise de fonction pour vous témoigner de l'intérêt et de l'importance que les
pouvoirs publics accordent aujourd'hui à la question des dispositifs de vapotage dans la lutte contre le tabagisme. On est réunis ici autour d'une seule et même ambition qui est celle de faire reculer le tabagisme en France, qui est, rappelons-le, la première cause de mortalité prématurée évitable avec 73 000 décès par an. Ce qui est susceptible de nous interroger, voire encore de nous séparer, et Bertrand l'a montré au travers des questions du sondage, me semble aujourd'hui, s'agissant du rôle des dispositifs de vapotage, négligeable au regard de ce qui doit nous rassembler. Ne pas entrer dans le tabagisme, arrêter de fumer, ne pas rechuter, sont les objectifs que nous partageons tous. Et il est inutile de s'étendre plus avant sur les dommages gravissimes de cette consommation. C'est pour ça, je pense qu'on peut tous se féliciter que depuis 2 ans existe un programme national ambitieux, le programme national de réduction du tabagisme, avec des mesures qui vont tous azimuts et qui ont été prises notamment en 2016, à partir de la publication des textes d'application de la loi de modernisation de notre système de santé, de la transposition en droit français de la directive européenne, et qui constitue un ensemble de mesures particulièrement cohérents pour protéger les jeunes d'une part, afin d'éviter l'entrée dans le tabagisme, et aider les fumeurs à s'arrêter. Cette cohérence des actions fonde ce programme et en fait toute sa valeur. Et il doit son succès au soutien et à l'engagement politique de la ministre de la Santé sur ce combat. Sur les dispositifs de vapotage, l'approche qui a été adoptée jusqu'à présent par les pouvoirs publics est celle d'un encadrement réglementaire, Bertrand l'a rappelé également, concernant d'une part la sécurité des produits, l'information des consommateurs, la surveillance du marché, les restrictions concernant le vapotage dans certains lieux collectifs et un régime publicitaire qui s'avère spécifique, calé d'une certaine manière sur la consommation sur le tabac. Ça vaut peut-être la peine de rappeler un peu et de porter un regard rétrospectif sur les problématiques et les questions, pour mieux expliquer les problématiques et les questions qui demeurent. Depuis 20 ans, les pouvoirs publics ont beaucoup progressé dans le champ de la santé publique pour s'appuyer sur une expertise étayée et indépendante basée sur des données scientifiques établies. C'est la seule façon d'éclairer la décision publique pour protéger la population. Des organismes tels que le Haut Conseil de santé publique, la Haute Autorité de santé, sur des dispositifs pour lesquels nous n'avons pas encore tout le recul nécessaire, nous aident à objectiver les avantages, mais aussi nous alerter sur les risques éventuels et sur les zones d'incertitude. En toute objectivité, dire ce que l'on sait et admettre ce que l'on ignore. Je rappellerai donc que l'avis du Haut Conseil d'avril 2014 énumère un certain nombre de risques du développement de l'e-cigarette, notamment en ce qui concerne l'entrée dans le tabagisme chez les jeunes. Et si cette cigarette électronique est estimée comme un outil de réduction des risques dans la mesure où elle amène au sevrage, la question était posée sur la balance bénéfice-risque en cas d'association au tabagisme. Toujours en 2014, la Haute Autorité, sans recommander au regard de l'état des connaissances la cigarette électronique pour arrêter de fumer, considérait cependant qu'il ne fallait pas décourager un fumeur ayant commencé à vapoter et ayant le désir de s'arrêter de fumer. Alors c'est un sujet, la cigarette électronique, sur lequel il y a des publications, des pratiques professionnelles qui évoluent d'année en année. Et nous avons donc souhaité, avec la Direction générale de la santé, un nouvel avis du Haut Conseil qui a été recueilli en 2016. Vous le savez tous, cet avis n'infirme pas l'avis de 2014, il le précise. Pour le Haut Conseil de santé publique, la cigarette électronique est bien un outil d'aide à l'arrêt du tabac, mais apparaît être un mode de réduction des risques du tabac en usage exclusif. L'usage de la cigarette électronique se voit ainsi conforté dans les stratégies de sevrage s'il conduit effectivement à l'arrêt de la consommation de tabac. En revanche, le Haut Conseil rappelle que le débat reste ouvert sur la cigarette électronique comme outil de réduction des risques chez les vapofumeurs, usagers faisant usage concomitant du tabac et de la cigarette électronique. Nous devons soutenir de tels travaux scientifiques et solliciter les expertises aussi souvent que nécessaire.
Mais ils prennent, quoi qu'il en soit, du temps qui diffère de celui qui a permis aux industriels, aux usagers et aux professionnels de très rapidement se convaincre que les dispositifs de vapotage entraient par eux-mêmes et de plein pied dans la réduction des risques, quel qu'en soit leur mode d'utilisation, ainsi que dans l'aide au sevrage des fumeurs. Pour moi, rien ne s'oppose à ce qu'une large place soit donnée aux dispositifs de vapotage dans la lutte contre le tabac, et cette place, de fait, ces dispositifs l'ont déjà obtenue. Mais cela ne doit pas nous empêcher, et Bertrand l'a montré encore une fois dans les questions du sondage, de poursuivre nos efforts pour répondre à certaines questions qui semblent demeurer. Quelle valeur en termes de réduction des risques en cas de vapofumage ? Existe-t-il un risque de banalisation des comportements d'inhalation ? Le poumon, rappelons-le, est un organe particulièrement fragile. Quel lien chez les jeunes entre vapotage et entrée dans le tabagisme ? Quel risque à long terme de la consommation régulière de ces produits, qui ne peuvent pas être des produits de consommation courante ? Quelle information adresser au public par l'intermédiaire des professionnels de santé, et je pense en particulier toujours aux professionnels de premier recours. Quand on a en France 13 millions de fumeurs, ça ne peut pas être qu'une affaire de spécialistes. Quelle information donc adressée par les professionnels de premier recours pour le meilleur usage de la cigarette électronique, concomitamment ou non à d'autres dispositifs d'aide à l'arrêt? Quel impact vis-à-vis des populations d'anciens fumeurs? Quelles études complémentaires, épidémiologiques, cliniques faut-il réaliser? Et quel renforcement du dispositif observationnel français faut-il mettre en place? Pouvons-nous ensemble être d'accord pour poursuivre notre quête des réponses à ces questions, tout en faisant bénéficier les fumeurs de ces dispositifs dans un but de sevrage? Je le crois, très sincèrement. Je suis donc à votre disposition, les uns les autres, tous, pour qu'on poursuive les travaux ensemble, pour qu'on se voit, qu'on dialogue sur ces questions. Vos travaux de ce jour contribueront à apporter déjà des compléments de réponse qui feront sans doute que l'année prochaine, si je suis encore là, comme dirait Benoît Vallée, je reviendrai pour voir la suite du diaporama. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'invitation déjà, de votre attention. Je suis vraiment désolé, ce n'est pas une fuite, mais je dois m'en aller, j'ai un impératif. Et bons travaux aujourd'hui et dans les semaines à venir. Merci beaucoup.